Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Histoire et Révélation. Ce soir, j'ai de nouveau le plaisir de recevoir Chantal Frey. Nous allons aborder donc la deuxième partie par rapport à son second livre. Une survivante s'interroge, violence ritualisée, trop cruelle pour être vraie. Où est-ce qu'on pourrait se le procurer autre que Amazon? Alors, on peut se le procurer à Fnac, tout simplement, ou bien alors dans toutes les librairies, chez vous, vous allez en librairie, vous pouvez le commander et ils peuvent le commander pour vous ou bien, ben, si on a la chance, ils sont directement en librairie. Ou alors, bien sûr, chez mon éditeur, directement. En tout cas, bonsoir Chantal et merci d'avoir accepté de nouveau, mon invitation. Ma première question, qu'est-ce qui vous a motivé pour écrire ce second livre? Ouais, ça, c'est une bonne question. En fait, c'est une question que je me suis posée assez longuement avant d'écrire mon deuxième livre parce que je me disais: «Mais en fait, j'ai tout dit, quoi». Dans mon premier livre, j'ai fait la description des réseaux pédocriminels tels que moi j'ai compris, donc le fonctionnement, le mode opératoire des réseaux pédocriminels et avec la programmation et tout ça, dont on parlera, je crois, un peu plus tard. Et en fait, je me suis dit après, j'ai plus besoin de parler en fait, j'ai tout dit, je peux encore faire des interviews et tout, mais en fait, j'ai tout dit. Mais je me suis rendu compte, que c'était quand même important que je reprenne encore une fois la parole dans un livre, parce qu'il y a tellement de gens qui sont sceptiques, qui, soit ils ont des questions tout à fait compréhensibles, soit, c'est carrément des attaques du genre, «Ouais, mais tu complotiste, mais tu mythomane, mais tu complètement cinglé, mais c'est de la schizophrénie, amène-moi des preuves avant de raconter des histoires pareilles» et cetera. Et en fait, toutes ces allégations, et toutes les questions que les gens me posaient, je les ai reprises et j'en ai fait un livre. J'ai répondu en tant que survivante à toutes ces questions, justement. Pourquoi il y a pas de preuves? Enfin, il y en a, mais les gens ont l'impression qu'il y a pas de preuves et j'ai répondu à toutes ces questions en essayant justement d'ouvrir un débat. Parce que je remarque que, voilà, il y a nous, il y a les survivants, d'abus rituels et puis il y a les thérapeutes ou bien les gens qui font des recherches, les lanceurs d'alerte qui nous soutiennent et nous, on dit que ça existe et nous, on en parle. Après, il y a l'autre camp qui dit que ça n'existe pas du tout et en fait, il y a pas de discussion entre nous. Il y a pas de dialogue entre nous. Moi, il y a des questions auxquelles j'aimerais bien une fois répondre, personnellement. Et puis avoir des discussions avec ces gens qui n'arrivent pas à y croire. Je comprends qu'on n'arrive pas à y croire, mais j'aimerais bien qu'on puisse en discuter au lieu, d'accuser de mythomane ou je ne sais quoi. Donc ce livre, j'espère qu'il va servir un peu enfin oui, à débattre de ces questions-là. Mais c'est vrai que la question d'apporter des preuves, ça me paraît compliqué quand même. Sur des faits, sur des pratiques, de rituels, sur autre chose, c'est compliqué de demander à quelqu'un qui a subi ces violences, extrêmes, puis ces rituels et de lui demander d'apporter des preuves. Mmh mh. Mmh. Donc moi, C'est j'ai le sentiment, dans cette Mmh mh. question et ça, c'est mon avis, personnel et ça n'engage que moi, j'ai l'impression qu'on condamne une deuxième fois les victimes. Oui, c'est ça. Il y a pas assez d'informations par rapport, par rapport à ça. En fait, si vous êtes d'accord, je réponds directement à cette question, pourquoi c'est tellement difficile d'apporter des preuves? En fait, je vois des difficultés à plusieurs niveaux et je vais vous en nommer quelques-unes. Donc la 1re, difficulté, c'est qu'en fait, on a affaire à des professionnels, à des criminels. J'aime bien comparer à la mafia. Donc, hem les lieux de crime, et j'en ai retrouvé des lieux de crime, ils sont nettoyés minutieusement après le crime.
Ça, c'est une des u c'est très difficile après à trouver des preuves au lieu de crime. Parce qu'ils s'en rendent compte, bien sûr, ils le savent. C'est pas juste du hasard. Après, peut-être même une des choses les plus difficiles à amener des preuves, premièrement, c'est toujours encore l'omerta. Donc en fait, pour eux, c'est une couverture pour commettre ces crimes. Heu, Après, il y a, un deuxième point, c'est que les criminels, ce sont, c'est en fait, c'est je compare toujours à une pyramide. Il y a des gens qu'on ne connaît absolument pas, qui sont, ben, voilà, c'est le voisin d'à côté, c'est le boulanger, c'est voilà, c'est monsieur et madame, personne, en fait. Mais après, il y a aussi des personnes, beaucoup plus connues et même des élites, donc des personnes que, nous connaissons les noms, nous les voyons, à la télévision, ils sont dans la politique, ils sont, voilà, c'est des personnes qui ont en fait, qui dirigent les pays. Pas tous, hein, bien entendu, mais il y en a. Hem Et donc c'est très, très difficile si moi, en tant que petite Suisse, j'ai envie d'aller déposer plainte contre, monsieur le président de tel et tel pays. On me prend directement pour une folle, donc on n'est pas entendu avec ces choses presque, comment dire? Qui sont presque inexplicables, qui sont presque elles peuvent presque pas être entendues. Donc c'est très compliqué et là, encore une fois, c'est une couverture. Alors je ne suis même pas en mesure de présenter mes témoins et mes preuves parce que de toute façon, c'est pas entendu. Donc il y a déjà il y a beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Moi, j'ai essayé, aussi, il y a quelques années et j'ai eu beaucoup de peine. En fait, on me revoyait puis on me disait toujours: «Oh mais vous, avec vos histoires» et j'en ai eu des histoires à raconter, effectivement, mais on n'est même pas accueillis. Donc il y a beaucoup il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Hem, Après ce n'est pas reconnu, comme l'étiquette, violence ritualisée n'est pas reconnue au niveau de la politique et de la justice. Donc je peux aller, par exemple, au prochain poste de police, je peux dénoncer un viol ou un meurtre ou un assassinat, mais je dois tout prendre, les événements, tout ce qui s'est passé séparément, ce qui n'est pas possible quand on a vécu la violence ritualisée pendant toutes des années et des années qu'on a été victime, toute l'enfance, toute l'adolescence, ce n'est pas possible de présenter les faits isolés, peut-être un ou 2, mais c'est pratiquement impossible. Donc là, il y a beaucoup de travail à faire. Après les victimes, elles sont la plupart, elles souffrent d'amnésie. Donc les souvenirs peuvent venir 10 ans, 20 ans, 30 ans, même 70 ans plus tard, il y a pas de limite et la plupart du temps, quand tous ces souvenirs remontent et que les victimes s'en souviennent, c'est prescrit de toute façon. Donc au niveau de la loi, on a aussi c'est compliqué aussi. Après, il y a les victimes, ben, bien sûr, la plupart souffrent de dissociation et quand elles commencent à se ressouvenir de ce qu'elles ont vécu, la plupart du temps, en tout cas au début, les choses qu'on a à raconter, c'est pas toujours très cohérent parce que ce sont des différentes parts dissociées de soi-même qui commencent à parler. Donc il y a la petite enfant qui de 5 ans qui a vécu quelque chose à l'âge de 5 ans qui commence à parler, mais il y a aussi peut-être la femme de 20 ans ou de 40 ans qui parle et ces 2 parties de soi-même ont un autre vocabulaire, un autre point de vue, ils voient les choses d'un différent angle et donc ça peut créer des incohérences et toutes ces choses-là, c'est comme une c'est très, très, très difficile d'amener des preuves, pour la justice. Voilà, mais il y en a Yes. encore d'autres. Lors de notre précédent interview, j'avais utilisé le terme, la toile d'araignée Oui, et c'est vrai que le fameux terme que j'ai utilisé, je trouve qu'il va très bien parce que c'est une toile d'araignée qui s'étend et on peut mettre différentes personnes qui sont là, qui font partie de cette toile et toutes ces personnes se tiennent la main les uns des autres
Pourquoi? Parce que s'il y en a un qui tombe, bah, cette fameuse toile d'araignée, elle s'écroule. Voilà, exactement. Alors oui, là, en fait, on parle de programmation des êtres humains, ce qui est en Programmation. voilà, ce qui est encore une fois, un sujet très, controversé et très discuté. Ben, en fait, si on compare l'être humain avec un ordinateur, on peut programmer, ben, différents programmes dans un ordinateur, mais on peut aussi les déprogrammer. Donc bien entendu qu'en fait, ils ont les clés pour la programmation d'une personne, mais ils pourraient aussi faire sortir la personne de l'amnésie et la faire sortir de ses programmations et de cette dissociation. Bien sûr, les thérapeutes qui sont là, pour aider une personne à déprogrammer ont aussi les outils pour programmer une personne. Donc la connaissance, on peut l'utiliser en fait des 2 côtés et bien sûr qu'ils pourraient nous aider parce que dans ces, je veux dire dans ces programmations, donc quand il y a des personnes vraiment qui réfléchissent comment briser un enfant pour pouvoir le programmer, bah, ces gens-là, il y a des psychologues, il y a des psychiatres, il y a des scientifiques, il y a vraiment des gens qui ont étudié le comportement de l'être humain et qui continuent à l'étudier justement. Donc ils utilisent leurs connaissances pour briser un être humain et pour pouvoir ensuite le programmer et pas pour l'aider. Mmh. D'accord et j'ai entendu et vous allez peut-être me confirmer ou peut-être vous ne savez pas. J'ai vu, passer, il y avait un témoignage d'une jeune fille qui a vécu donc pareil, hein, des traumas et sauf qu'on l'avait forcée plusieurs fois à, tomber enceinte. Mmh mh. Je suppose que ces bébés après ils ont dû être, utilisés pour différentes choses comme torture et autres. Est-ce Mmh que vous, c'est quelque chose que vous avez vu ou pas du tout? Ou que vous avez, eu quelqu'un en témoignage qui vous a exprimé ça ou pas du tout? Mmh. Alors les 2. J'ai des personnes qui m'ont témoigné de ce que vous venez de décrire et je l'ai vécu moi-même. Donc j'ai fait partie de ces jeunes filles et de ces femmes qui sont tombées enceintes, enfin ils l'ont fait exprès donc ou justement pour produire, c'est une production de bébés. Ça s'appelle on est, ça s'appelle des breeders, les femmes qui tombent toujours enceintes et qui produisent des bébés pour cette secte, satanique ou bien pour ces réseaux pédocriminels, hem, s'appellent des breeders et effectivement, ces enfants après, ils sont utilisés, ben, suivant leurs compétences des enfants parce qu'ils sont bien examinés, sont utilisés soit, pour continuer dans ce cercle vicieux parce que c'est un cercle vicieux qui s'alimente lui-même aussi. Bien sûr qu'ils ont aussi des fois des gens de l'extérieur, mais ça s'alimente lui-même, donc pour reproduire des enfants pour ce cercle vicieux, hem, ou bien pour, produire des enfants pour, le trafic d'organes illégal. Ou bien pour justement, faire des sortes d'expériences humaines, sur les petits bébés ou bien même ou bien plus tard sur les petits enfants. Donc c'est un numéro. C'est un numéro pour eux, c'est quelque chose qu'ils utilisent, c'est pas un être humain avec des sentiments et des émotions. C'est pour eux, c'est pas, un être humain qu'on peut aimer, qu'on peut aider à grandir. C'est quelque chose qu'on exploite, qu'on utilise, qu'on abuse. Justement, la dernière fois, on avait abordé le sujet que vous avez été, trimballée d'un endroit et à un autre et Oui. donc moi, je vais reprendre cette toile d'araignée. Alors
moi, j'aimerais peut-être l'expliquer. Ce sont plusieurs toiles d'araignée qui ont des bouts qui sont connectés à une autre toile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc D'accord, ce sont un peu des cercles qui se recoupent. Donc il y a par exemple, le volet satanique qui pratique ce genre de violence ritualisée avec une idéologie satanique à l'arrière. Mais il y a pas seulement ces groupes-là. Il y a aussi le groupe, je l'ai évoqué avant, le groupe des scientifiques qui utilisent ce genre de violence ritualisée pour faire des expériences sur les humains. Après, il y a le groupe, je dirais, politique, hem business, politique, je dirais, et puis un groupe ésotérique qui est c'est aussi des expériences, mais plutôt vraiment avec les choses spirituelles, expérimenter la magie noire et cetera, donc il y a aussi ce volet-là et ces différents groupes, si vous voulez, quand on est enfant, quand on est victime et ben, voi qu'on soit dans l'un, qu'on soit exploité par l'un ou l'autre groupe, ça fait pas une grande différence. Mais ces différents groupes travaillent donc en privé, on voudra dire, mais se rejoignent justement pour, certaines activités et donc sont connectés les uns avec les autres. Ces toiles d'araignée sont connectées avec les uns avec les autres et puis ensuite il y a certains pions qui sont dans cette toile d'araignée qui sont peut-être en même temps dans une autre aussi et cetera. Mais finalement, c'est vraiment ça fait la surface. Bon, vous, vous dites de l'Europe, on peut s'imaginer ça, mais on peut s'imaginer, en fait, ça fait la surface mondiale. d'accord. Et est-ce qu'on sait l'estimation de une seule toile d'araignée? Alors, là, j'ai un chiffre de Svali. Svali, c'est une, ancienne, victime qui est survivante et qui s'en est sortie aujourd'hui, comme moi et qui, elle, a été justement une des programmatrices et elle décrit vraiment le comment et le pourquoi de la programmation et comment ils le font, avec quel but et elle parle, de 1% de la population mondiale, enfin que c'est le but, hein, maintenant je sais pas où ils en sont, mais que le but, c'est d'avoir 1% de la population mondiale qui est bien programmée. C'est-à-dire bien programmée, ça veut dire super bien dissociée. C'est ça, hein. C'est pas, les personnes qui ont peut-être subi ce genre de violence et qui ne sont pas super bien dissociées. On parle vraiment de personnes super bien dissociées. On parle de d'armes humaines finalement, et qui sont, à des positions clés, réparties dans tout le monde et quand on prend là un chiffre, c'est quand même énorme finalement. On s'imagine, il y a peut-être, un petit groupe de 100 personnes et il y a une personne super bien armée jusqu'aux dents et ben, on aura tous peur quoi. Les 99 autres, ils auront peur de cette personne armée jusqu'aux dents et une seule personne peut aussi manipuler tout un groupe avec 99 personnes. Mmh. Alors, quand vous parlez de rituel, Mmh. à quoi cela ressemblait concrètement dans la mise en place? Oui, alors, je veux bien en parler, j'aimerais juste préciser le but, mais je sais que c'est votre but aussi, donc là, on n'en parle pas pour du voyeurisme, on parle vraiment pour informer parce qu'informer pour moi c'est protéger et en parler, c'est vraiment aussi sauver des enfants, protéger et sauver des enfants, donc c'est pour ça qu'on en parle, pour qu'on comprenne le mécanisme. C'est ça. Et puis surtout d'en parler aussi, de pouvoir protéger. Ils sont peut-être dans cet engrenage, mais qu'ils ont pas encore franchi le pas et peut-être Mmh. ça peut leur ouvrir leur esprit, en disant: «Bah, tiens, j'ai vu l'interview, de Chantal Frey» et reprendre conscience de dire: «Bah, il y a quelque chose qui est pas normal». Exactement, exactement et il y a des fois des survivants qui me disent: «Mais heureusement que tu as parlé de ça» ou bien «Heureusement que tu écris sur ce sujet» ou bien que tu parles de tes souvenirs. Moi, je l'ai vécu aussi, mais je l'ai gardé pendant 30 ans pour moi en me disant que j'étais complètement folle
et que, si j'en parlais à quelqu'un, je serais de toute façon transmise en psychiatrie ou bien enfin voilà. Donc ils ont pas osé d'en parler, ils sont restés dans l'omerta pendant 30 ans et rester dans l'omerta, c'est une grande souffrance et donc exactement, comme vous le dites, ça permet d'ouvrir aussi un espace pour les survivants. Exactement. Alors, vous m'avez demandé à quoi ressemblait concrètement la mise en place. En fait, ça dépend tout des rituels. Avant, je parlais de différents réseaux et en fait, ces rituels sont pratiqués très différemment dans les différents, cercles des réseaux, je dirais. Hem On parle par exemple, si c'est un rituel, avec, l'idéologie satanique à l'arrière, il y aura peut-être de la musique, une sorte de musique de louange pour louer, Satan, parce que Satan, c'est leur dieu, même les gens qui ne croient pas à Satan, tant pis, c'est pas grave. Ces gens-là y croient et ils organisent leur rituel pour louer leur dieu qu'il nomme Satan. Il y aura des sortes de danses avec, autour de bougies, donc c'est souvent en cercle. Peut-être qu'au milieu, il y aura, un pentagramme, c'est vraiment comme on le voit dans les films, hein, donc c'est ce qu'on voit dans les films, ça se passe vraiment comme ça. Hem, il y aura des gens qui seront masqués ou pas, suivant, le rituel, qui porteront des cagoules ou pas, ou qui porteront des masques, si c'est pour une fête, un festival ou quelque chose, ce seront des masques plutôt un peu festifs. Hem, il y aura peut-être, ce que j'ai très souvent vu, ce sont aussi des runes. Donc des runes, ce sont des sortes de caractères, écrits avec une signification, je sais plus d'où ça vient exactement, 2e ou 5e siècle, je crois et ces significations, ces runes sont écrites soit sur les murs, soit par terre et ils leur donnent une signification, magique pour, mieux pouvoir, invoquer, des esprits. Donc des mauvais esprits bien sûr, que ce soit des esprits de magie, des esprits de sexe pour qu'une enfant, commence à se comporter, sexuellement, hem, de rituels, des esprits de sacrifice, des esprits qui leur donnent la force inhumaine d'accomplir certaines de ces atrocités et en invoquant ces esprits avec les bougies, la danse, souvent ils tombent dans une sorte d'hypnose, enfin on peut dire c'est comme une danse hypnotique. Hem et certains portent des capes, et ces capes sont de différentes couleurs. Elles peuvent être noires, mais elles peuvent aussi être rouges ou bleues selon la signification ou bien selon le, comment dire? La position de Le la degré, personne. Oui, le degré, exactement, merci beaucoup. Hem, voilà et le tout, en fait, ça crée une atmosphère d'horreur et de peur, finalement, parce que cette atmosphère de peur et d'horreur, c'est une nourriture pour, pour les mauvais esprits. On peut aussi les nommer les démons et là, je dois dire, j'ai vraiment vécu des choses que je n'arrive pas à expliquer, comment ça s'est passé. Bien sûr, il y a aussi la drogue, des fois, c'est mêlé à de la drogue et de l'hypnose et tout ça, mais c'est en fait créer cette atmosphère pour nourrir justement les mauvais esprits et les démons. quel langage il parlait? Alors, il parlait, souvent, le latin, je pense que c'était le latin et il parlait aussi une langue qu'on ne connaît pas qui s'appelle le parler du langue et en fait, c'est un parler du langue, qui est inspiré par un esprit qu'on retrouve aussi dans certains milieux, chrétiens, je dirais, mais qui est justement à l'inverse de la chrétienté. Donc, ce qu'ils font, c'est justement l'inverse, mais quand même aussi en copiant, en fait. Donc ils ont peut-être aussi une croix, j'en ai pas parlé avant, une croix comme on voit dans les églises, hem, mais elle est à l'envers.
et le parler de langue, c'est peut-être inspiré par, pas peut-être, c'est carrément inspiré par un autre esprit. Il pratique aussi, par exemple, la Sainte Seine qu'on retrouve aussi dans certaines églises, c'est-à-dire, des gens qui se partagent le sang et la chair, du Christ, donc dans les églises chrétiennes, catholiques et chrétiennes. Hem, mais là, ils le font aussi, mais c'est avec du vrai sang humain et de la vraie chair humaine. Mais le but, c'est à quelque chose la même chose, c'est la purification parce que, ils croient que quand ils le font avec du sang d'un tout petit bébé, d'un nouveau-né, par exemple, et la chair d'un nouveau-né, alors ils sont purifiés parce que cet enfant n'a pas pu, faire de faute, n'a pas pu faire d'erreur, n'a pas pu pécher. Donc ils le font aussi, avec cette idéologie à l'arrière. Et justement, ces rituels pouvaient durer combien de temps? Oh ben ça peut durer, entre 1 heure et toute la nuit, en fait. Ça, c'est vraiment aussi ça dépend si c'est un rituel, de sacrifice, ça durera beaucoup plus longtemps, jusqu'à l'aboutissement de ce rituel que si, ce n'est seulement un rituel, dédié, par exemple, au viol de petites filles et ça dépend vraiment des rituels. D'accord, et ça pouvait durer un week-end aussi? Ça pouvait durer tous des week-ends, ça pouvait aussi durer toutes des semaines, mais si ça durait plus longtemps, c'était en fait inclus aussi une sorte de, comment dire? J'ai pas le mot là, enfin, c'est une sorte de programmation continue, en fait. C'est vraiment garder la victime dans la traumatisation, donc ce sera pas seulement soi-disant pour le plaisir, mais ce sera vraiment avec un but, à l'arrière, de garder la victime dans cette dissociation et dans cette, traumatisation. Alors, c'était répétitif, c'est pour ça qu'on parle de rituel parce que quelque chose qui est ritualisé, c'est quelque chose de répétitif avec comme des règles de jeu qui sont, tout le monde se tient à ces règles de jeu parce qu'ils savent qu'il y a un but et tout le monde est d'accord avec le but et donc les gens se rassemblent et suivent ces règles du jeu qui sont répétitifs, soit, hem, parce que, ils aiment le faire ou soit justement avec le but de la traumatisation répétitive à l'arrière, c'est-à-dire après, avec le but de dissocier une victime. Mmh. Et est-ce que vous savez comment les rôles étaient, répartis entre, les adultes présents? Oui, alors c'est une hiérarchie qui est très, très, très importante, dans ces milieux-là. Alors, il y a des soi-disant des prêtres haut placés, les hauts prêtres. Après, il y a des prêtres, pour les différents rituels ou bien pour les différentes, hem services qu'ils doivent, donner dans ces rituels. Après, il y a des adjoints aussi, donc ils ont seulement peut-être une petite chose à faire, que ce soit par exemple, sortir l'enfant d'une cage, des choses comme ça, ou bien, laver un enfant pour ensuite pour qu'il puisse être ritualisé ou bien, nettoyer après, les crimes. Après il y a des sortes de serviteurs. Bon là, la différence entre adjoint et serviteur, on voit peut-être pas forcément, les adjoints sont quand même un peu au-dessus des serviteurs. Donc il y a des personnes qui sont désignées pour des tâches très différentes. Hem et il y a les victimes, adultes et des enfants aussi, bien entendu. Donc c'est tout un système qui est mis en place et chacun a sa position et là, de nouveau, c'est un système de pyramide. Le plus haut placé et tout en bas, il y a les enfants, victimes et traumatisés.
Comment perceviez-vous ces rituels en tant qu'enfant? Hem, alors quand je pense à ça, je me souviens que j'étais bien entendu très apeurée, très, très angoissée, une atmosphère d'angoisse, et de peur, une atmosphère où je n'avais pas, absolument pas de contrôle. Rien du tout, ni sur ni sur mes émotions, mes sentiments, je ne savais pas, quelles étaient mes pensées, quelles étaient mes idées, je ne me fiais pas à mes yeux, ni à mes oreilles, ni à mon cœur, à rien du tout. Mais c'est peut-être difficile à comprendre pour quelqu'un qui l'a pas vécu, c'était normal. Ça faisait partie de mon quotidien. Et quand on est enfant, on n'a pas les mots pour décrire ce qui se passe et non plus les mots pour décrire ce qu'on ressent à l'intérieur. On sent l'angoisse, mais on ne sait pas que c'est de l'angoisse. On sent à quelque part qu'on aimerait se dissocier ou bien qu'on dissocie de la situation, mais on ne sait pas que c'est de la dissociation. Donc on n'arrive pas à le décrire et on le subit, c'est tout. On le vit et on le subit. Donc c'est quelque chose de très difficile à décrire comment ce que je le vivais, quoi, c'est D'accord et mmh justement, est-ce que vous pensez justement ils vous ont peut-être sélectionné? Alors moi, je pense donc c'est mon hypothèse aujourd'hui, j'ai été sélectionnée surtout parce que, j'ai très bien su dissocier. Hem et c'est différentes parties de moi donc, j'explique peut-être vite la dissociation parce que quand on subit un trauma, n'importe lequel, ça peut aussi être un accident de voiture ou bien le compagnon, ou bien la compagne qui tout d'un coup décède d'un cancer ou je ne sais quoi, heu, ça arrive qu'on dissocie la situation elle-même et c'est tout à fait normal, donc c'est une protection, c'est un mode de survie. Sauf que quand c'est répétitif, comme on en parlait avant, ce n'est pas seulement la situation qu'on dissocie, mais finalement, c'est la personnalité elle-même, donc son ils essayent de dissocier l'identité, hem et on crée avec le temps, on crée des comme des parts de personnalité, des haltères qu'on appelle des haltères et donc j'avais des haltères à l'intérieur de moi qui participaient à ce genre de rituel, mais j'avais des haltères aussi qui vivaient une vie tout à fait normale et qui allaient à l'école, et cetera. Donc, ils créent avec ces traumatismes et cette dissociation des mondes parallèles dans l'enfant. Et on est obligé de dissocier si on veut survivre à ce genre de choses. Et après, il y a des enfants qui dissocient mieux, il y en a des qui dissocient moins bien. Moi, j'ai très bien dissocié, donc j'avais plusieurs haltères en moi, mais qui souffraient chaque haltère souffrait d'amnésie. Donc quand j'allais à l'école, je me souvenais pas ce que j'avais vécu le week-end d'avant ou bien ce que l'haltère en moi avait subi peut-être la nuit d'avant. C'était D'accord, complètement dissocié et avec des barrières d'amnésie. d'accord. Et On ça peut dire en quelque sorte, Chantal, dans la vie, normale, semaine normale et le week-end, le nouveau Chantal qui s'appelle Chantal avatar, hein, une forme d'avatar. voilà, exactement. C'est comme ça qu'on peut l'expliquer. D'accord. Mmh mh. Le silence, vous est-il été imposé explicitement ou intégré progressivement? Alors le silence, c'est, la première chose qui est imposée. La première, je prends de nouveau le mot programmation parce qu'on parle vraiment de programmation des êtres humains qui a été expérimentée aussi, par la CIA, donc c'est pas une invention de moi, de Chantal Frey et c'est la première chose qui est imposée à l'enfant, qui est installée dans l'enfant, ce silence absolu et j'aimerais juste expliquer en 2-3 mots, donner un exemple comment ils peuvent le faire.
par exemple, l'enfant subit, est témoin, par exemple, d'un sacrifice humain. Ensuite, on lui demande: «Qu'est-ce que tu as vu?» Et l'enfant répond, bah, parce que les enfants, ils répondent, ils sont honnêtes, les enfants, et il répond et il décrit, à l'adulte, ben, ce qu'il a vu, et l'enfant est puni, sévèrement puni. Mais l'adulte ne lui dira rien du tout, sauf qu'il le punit sévèrement, jusqu'à des viols, des tortures, enfin toute la palette de tortures qu'on peut s'imaginer. Et l'enfant ne comprend pas parce qu'en fait, il a obéi, parce que dans ces cercles-là, on apprend à obéir au doigt et à l'œil. Donc ils sont même plus obligés de nous parler, on obéit, on sait exactement ce qu'on a à faire. Et l'enfant a obéi, mais cette fois, il se fait punir, il comprend absolument rien. Après un certain temps, l'adulte retourne vers l'enfant, lui redemande encore une fois. Et peut-être que l'enfant le dira encore une fois, et il se fera repunir, et cela se répétera jusqu'à ce que l'enfant comprenne par lui-même qu'en fait, là, dans cette situation, il vaut mieux garder le silence. Et quand il gardera le silence et qu'il ne dira: «Je n'ai rien vu» ou bien «rien vécu» ou bien «mensonge, j'ai joué, avec ma copine, sur la place de jeu», par exemple, là, il se fera récompenser. Et c'est ainsi qu'il y a un silence imposé. Après, bien sûr qu'il y a des menaces aussi, hein. Si jamais tu parles, eh ben, ta mère, ton père, tes sœurs seront tuées, ou bien elles auront à subir la même chose que toi. Et moi, je sais dans mon cas, j'ai 2 sœurs qui sont, plus jeunes que moi. Je sais que dans mon cas, on me disait: Si tu parles, on infligera la même chose à tes 2 sœurs». Et je leur croyais parce que je voyais qu'ils infligeaient ce genre de choses à d'autres personnes. Et en fait, j'ai tout porté. J'avais l'impression que si moi je tiens le coup, mes sœurs ne devront pas subir, ma mère restera en vie, et cetera. Sauf que c'était pas la vérité, mais je pouvais pas savoir qu'ils étaient en train de me mentir. Et avec des techniques comme ça, ils amènent les enfants au silence total. Et Presque le total, vu qu'aujourd'hui j'en parle, hein. mmh mh. Mais justement, comment on peut, faire intégrer à une enfant l'idée, de parler mettrait, en danger ses proches? Mmh mh. Bah, justement, je avec ces menaces, avec les menaces, on peut faire, on peut, intégrer cette idée, et l'enfant l'a vu qu'on donc les menaces: «Oui, je tuerai ta maman», par exemple, et ben, on y croit parce qu'on a vu qu'ils ont tué des gens, on a été témoin. Donc on croit à la personne que c'est possible qu'il ira tuer la maman si jamais, l'enfant parle, et ça fonctionne tout à fait. Bah oui. Mmh. Aviez-vous des moments de répit ou étiez-vous constamment sous contrôle? Alors, j'étais constamment sous contrôle, mais j'étais pas constamment sous la violence physique telle que je l'ai décrit, ou psychique, telle que je l'ai décrit maintenant dans les rituels. J'étais constamment sous contrôle. Pourquoi? Parce que mes parents faisaient partie de ces réseaux, pédocriminels. Donc, bien sûr que j'étais constamment sous contrôle, sauf que je ne le savais pas. Après, j'essaie toujours d'expliquer un peu comme ça, disons une journée elle a 24 heures de temps. Si pendant 23 heures et demie, tout se passe bien, mais que pendant une demi heure de temps, tous les jours, vous subissez ce genre de torture, il y aura un impact sur les autres 23 heures et demie de temps, même si c'est seulement une demi heure. Voyez ce que je veux dire? Et surtout quand c'est répétitif. Donc en fait, j'étais à quelque part toujours dans cet engrenage, mais bien sûr, c'était pas toujours dans des rituels, toujours dans des caves, toujours et cetera. J'avais, ma vie quotidienne, je la vivais aussi, donc j'étais une enfant qui allait à l'école et tout, donc c'était, un monde parallèle. OK. Vous évoquez le contrôle mental. Oui. Comment, le définirez-vous, simplement? Hem,
Oui, alors le contrôle, mental, hem, c'est une emprise de, d'une personne ou de plusieurs personnes sur l'enfant. Une emprise et de la manipulation à haut niveau. C'est comme ça que je l'exprimerais, avec mes mots. C'est-à-dire que, hem, le moi n'existe plus, n'a pas le droit d'exister. Il existe, mais il n'a pas le droit d'exister. Heu, le moi doit devenir le tu ou bien le vous. Donc les idées et toutes les réflexions et tout ce que l'autre personne, pense pour vous, ça doit devenir vos pensées. L'enfant, la victime n'a pas le droit de penser par elle-même, n'a pas le droit de faire des réflexions elle-même, n'a pas le droit d'avoir des besoins elle-même, n'a pas le droit de les exprimer. C'est tout en fonction et en étant complètement dépendant d'un tortionnaire, d'un bourreau. C'est comme ça que je l'explique avec mes propres mots. On doit on doit se construire, quand on arrive à sortir de ces réseaux. Parfois, on dit: «Oui, mais comment est-ce que tu te reconstruis?» Je n'ai pas réussi à me reconstruire puisque je n'avais rien eu auparavant. C'était pas que j'avais été construite et détruite, j'en avais rien eu donc j'ai dû me construire et comment est-ce on peut se construire? C'est il y a des choses que je ne ressens pas, que je ne sais pas quelle est la norme, mais que j'ai dû observer. En observant, le monde autour de moi, en observant les gens, puis je me disais: «Ah tiens, ils font comme ça, ben ça doit être la norme». J'ai commencé à me comporter de la même façon. Mais il y a vraiment des choses que je n'arrive pas à ressentir parce que les limites ont tellement été blessées que j'en ai pas, en fait. Et vous, vous avez vécu avec une famille, on va dire entre guillemets «normale», si on regarde de l'extérieur. Est-ce que vous avez rencontré des enfants qui vivaient dans des enclos, fermés et qui ne voyaient rien du tout d'extérieur? Alors, oui, j'en ai rencontré. On parlait avant de ces femmes qui devaient mettre les des enfants au monde, puis qui n'étaient là que pour ça. Alors là, j'ai vu, des endroits avec des femmes enceintes et des enfants. Que des femmes enceintes et des enfants et c'était dans des caves ou bien dans des endroits, souterrains. Moi, je suppose qu'ils en sont jamais sortis. En tout cas, moi, je les ai jamais vus sortir et je sais que justement après il y en a beaucoup qui sont utilisés, soit pour les sacrifices et comme je disais avant, ben, pour le trafic d'organes et cetera ou bien pour les scientifiques. Donc ces enfants-là, je crois, vraiment définitivement qu'ils ne voient jamais, le jour et puis qui jamais l'air, en fait. À votre avis, ces personnes qui n'ont jamais vu le jour, comment vous voyez leur avenir? Si elles en ont un? Heu, bah il faut déjà qu'elles puissent s'en sortir, hein, donc c'est déjà ça. Est-ce que vous pensez qu'elles vont s'en sortir ou pas du tout? C'est compliqué, hein? C'est très compliqué parce qu'ils n'ont aucune référence au monde extérieur. Moi, je veux dire, j'en avais quand même. J'ai quand même suivi l'école, hem, j'étais bien entendu à ma manière séquestrée, mais j'avais quand même, avec le temps, surtout quand j'ai grandi, j'avais quand même certaines références à l'extérieur. Mais ces enfants qui sont dès le départ, qui n'ont pas de référence, qui sont encagés, hein, parce qu'on les encage, on veut pas, leur donner un bon lit et puis une belle chambre avec des beaux jouets et cetera pour qu'ils puissent s'épanouir. Et ben, ils n'auront que ce comportement, ils ne connaîtront que ça. Et si jamais ils arrivent à s'en sortir ou bien que quelqu'un puisse aller les sauver, ils devront se construire justement et suivant l'âge qu'ils ont, ça pourra, être très, très difficile. Maintenant, je crois pas que c'est impossible parce que personnellement, je crois qu'avec beaucoup, de d'aide,
aussi de l'extérieur et puis beaucoup d'amour et puis aussi bon moi je suis croyante avec surtout avec l'aide de Dieu, je crois qu'on peut construire quelque chose, qu'on peut même guérir de certaines blessures. C'est ma propre croyance, ma propre foi, mais je crois que c'est vraiment très, très, très compliqué. C'est vraiment triste, vraiment. Ouais, c'est Ouais, compliqué, hein. ouais. Et Mmh. justement, comment se libère-t-on psychiquement d'une telle emprise? Psychiquement, alors, la sortie, moi je pense que c'est vraiment c'est très individuel. Ça dépend Ouais, vraiment. mais on va prendre votre exemple. Mmh. Donc l'exemple, vous pensez à quoi là? J'en ai plusieurs en tête. Bah, dites, celle qui vous vient, le la première. Voilà. OK. Alors premièrement, ma sortie à moi, je l'ai faite de différentes manières. C'est-à-dire que, voilà, j'ai eu des souvenirs, donc j'ai réalisé que j'étais dissociée, que j'avais des différents alters. Donc, pour moi, c'était clair, je voulais trouver, la manière, comment sortir de la dissociation, comment sortir de l'amnésie, comment réintégrer ces alters. Et là, j'ai fait un très, très gros travail sur moi-même et ça, je dirais que c'est un travail psychologique. Après, vous avez demandé, psychiquement, bien entendu qu'avec la compréhension de ce qui s'est passé en moi-même, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ça m'aide aussi à sortir psychiquement, mais ça, c'est mon caractère. J'aime bien comprendre les choses et puis, quand je comprends les choses, ça m'aide beaucoup et il y a eu, la notion, émotionnelle, psychique du pardon. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très important et c'est un cheminement pour moi. Le pardon, c'est-à-dire le pardon pour ce pour les bourreaux, pour ce qu'ils m'ont fait, mais finalement aussi le pardon et ça a été encore plus dur, me pardonner à moi-même pour ce que j'ai fait, enfin ce que mes mains ont fait parce que j'ai été victime, oui, mais les victimes sont très vite entraînées à devenir bourreaux elles-mêmes. Donc on a des petits-enfants, qui participent déjà au sacrifice de bébés, donc des petits-enfants de 4, 5 ans. Moi, mon premier souvenir, c'est quand j'avais 7 ans et j'ai participé à ce genre d'activité malgré moi, bien sûr, mais c'était horrible à découvrir ça. C'était horrible et je me demandais: «Mais comment est-ce que est-ce que je dois leur pardonner? Est-ce que je dois pas leur pardonner? Est-ce que je dois me pardonner à moi-même? Est-ce que j'ai voilà, est-ce que j'ai besoin de ça ou pas?» et cetera. Donc c'était vraiment un long parcours et finalement j'ai découvert que le pardon me libère. C'est-à-dire que, le pardon, je le définis comme hem, je ne vais pas, me venger. Même si peut-être humainement parlant, je pourrais dire: «J'aurais le droit à la vengeance». Mais en fait, la vengeance, je la laisse je laisse Dieu se venger pour moi, et cette vengeance, ce pardon, moi, ça me permet de ne pas avoir des sentiments de haine, de ne pas avoir de l'amertume et de me libérer de la colère aussi et donc j'avance dans ma vie. Parce que si j'ai des sentiments de haine et de colère et de rancune tout le long de ma vie envers ces bourreaux, même qu'ils ne sont plus à côté de moi aujourd'hui, je me détruis moi-même et le pardon, ça m'aide à guérir et ça me donne ma place ma place ici dans ce monde, en fait, sans le rattachement à ces bourreaux. C'est en fait couper la ligne que j'ai eue, le rattachement que j'ai eu avec ces bourreaux et là, je me suis vraiment reconstruite grâce à ça. Construite grâce à ça. Oui. OK. Et justement, comment va Chantal aujourd'hui? Bah, Chantal va bien,
Je peux dire, mais qu'est-ce que ça veut dire bien, hein? Donc bien, ça veut dire que j'arrive à gérer aussi une fois quand j'ai une émotion, négative ou bien même quand j'ai un souvenir qui remonte ou bien quand je redécouvre, une quelque chose que j'ai vécu ou bien parfois, il y a des témoins, enfin voilà, c'est cette histoire m'accompagne toute la journée, en fait. Mais j'arrive à gérer, j'arrive à surmonter comme comme vous aussi, hein, vous avez aussi des difficultés à surmonter dans votre vie, tout le monde là, et j'arrive à le faire aujourd'hui. Donc je suis plus submergée, j'arrive à vivre une vie que je dis, ben, je la trouve belle. J'arrive à j'ai j'ai des belles amitiés avec des belles personnes, j'arrive à avoir des belles relations. Hem et j'avais en fait le but, ça avait été que je sois coupée de toutes ces belles activités, de toutes ces belles relations et cetera, puis seulement être dépendante des bourreaux. Et en fait là, avec moi, finalement, ils ont pas réussi. Et voilà, je la trouve belle la vie et je suis heureuse d'être là. Je suis aussi heureuse d'avoir survécu et puis, qu'aujourd'hui je puisse vraiment porter ma pierre à l'édifice pour construire quelque chose pour, des survivants d'armes rituels. et Mmh. justement, comment vous trouvez ce monde? Heu, comment je trouve ce monde? Vous avez le droit d'être franche, hein, vous pouvez Mouais, dire, ouais, il alors y a 2 franchement, mondes, ouais, il y a 2 mondes. Il y a vraiment, enfin il y a 2 mondes. Je le trouve triste, en fait. Je le trouve triste avec tout ce qui se passe, avec, avec des gens qui sont de plus en plus égoïstes, qui sont moi et encore une fois moi et le «tu» n'existe pas, qui sont pas capables en fait d'avoir de l'empathie, et il y en a de plus en plus, et qui prennent le pouvoir juste pour eux, ce monde de plus en plus égoïste, il me semble, je trouve vraiment, vraiment triste. Mais je cherche ma place et je l'ai trouvé et je cherche, disons, je cherche le chemin toujours où moi, je peux être heureuse, je peux être dans la lumière pour que je puisse porter mon regard dans ce triste monde, dans ces ténèbres, pour apporter ma lumière et pour pouvoir aider des gens qui sont complètement coincés là-dedans, quoi, qui sont victimes de cette tristesse et puis de ces ténèbres qu'on a ici sur le monde. Et ça, de nouveau, ça me donne, le fait que aujourd'hui je suis capable de faire ça, ça me donne de l'énergie et de la force. Donc voilà, donc il y a aussi ce monde que j'aime beaucoup et puis, voilà, c'est un peu comme ça que je peux le décrire. qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui le plus difficile à faire entendre? Alors par rapport aux victimes de violences ritualisées, je trouve très difficile de qu'on puisse se fasse entendre et pour dire ce qu'on a besoin. En fait, les victimes, les survivants, ils ont besoin de tout. Et ça, c'est très, très, très difficile à faire entendre. Pourquoi? Parce que justement, l'étiquette violence ritualisée n'existe toujours encore pas. Même qu'on a aujourd'hui l'affaire Epstein qui nous explique quand même beaucoup, des éléments dont nous on parle déjà depuis des années, heu, les victimes, la plupart des victimes ne sont toujours pas encore entendues. C'est très difficile à élever la voix, à avoir la place pour élever la voix. On voit les médias ne sont toujours pas encore de notre côté. Si les médias nous soutenaient, donc les mainstream, je parle des mainstream, hein, si eux nous soutenaient à élever notre voix, le monde changerait pour nous. Mais ils le font pas. Donc on en est toujours encore là, malheureusement, et donc on souffre, enfin les survivants, les victimes souffrent et n'ont pas accès, à l'aide dont ils auraient besoin, et ça, je trouve une énorme difficulté. C'est une des difficultés les plus grandes, enfin les plus énormes, je trouve, en tout cas, C'est ça, moi je le vois comme ça. Oui. c'est grave, hein. Mmh. C'est vraiment Comment ça. distinguez-vous aujourd'hui spiritualité et dérive spirituelle?
Oui, alors, là, je vais donner mon opinion personnelle. Je sais que ça va pas être l'opinion de monsieur et madame tout le monde. Hem, Avant, je disais que personnellement, j'étais croyante et je crois vraiment, en Dieu. Quand je dis Dieu, je crois, au Dieu qui est décrit dans la Bible. Hem et pour moi, une dérive spirituelle, c'est en fait, c'est tout ce qui concerne l'âme, hein, la spiritualité, on pourrait dire. C'est tout ce qui concerne l'âme. Et si il y a des sortes de justement, ben, de théories spirituelles qui amènent la personne dans une direction où il y a pas de force extérieure, où il y a pas de Dieu, où il y a pas de, de créateur. Mais que le créateur, c'est nous-mêmes, les êtres humains, c'est le moi, c'est encore une fois moi et encore une fois moi et j'ai toute la force en moi et moi, voilà, si moi je trouve la force en moi, bah, je peux tout faire et cetera, mais qu'il y a rien d'extérieur, pour moi, c'est une dérive spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce modèle-là qu'on retrouve dans le satanisme. Les satanistes ont envie d'être Dieu. Il y a des rites exprès pour ça et dans les Illuminati, il y a même des échelons, hein, qu'on peut gravir et le dernier échelon, le plus haut placé du côté masculin, cet échelon s'appelle Dieu. Donc c'est le but. Le but, c'est d'être Dieu et pour moi, il y a beaucoup de spiritualité aujourd'hui, des que j'appelle des dérives spirituelles, qui vont dans cette direction. Ce ne sont pas des satanistes, ce sont parfois même de très, très, très belles personnes. C'est pas du tout ce que je critique, mais ça va dans la mauvaise direction. Ça va dans la direction moi et encore une fois moi. Donc moi je suis Dieu et il n'y a rien d'extérieur à moi et là, je crois qu'on est en train de se perdre. Là, on se perd totalement et je crois même que ça peut vraiment mener à de très, très graves problèmes. Ça, c'est ma propre conviction, c'est mon opinion. On peut la partager ou pas, mais voilà, ma OK. conclusion. Et justement, ce mécanisme de prise et de contrôle, heu, selon vous, le but pour eux, est-ce que c'est le pouvoir, le contrôle ou c'est autre chose? Alors, pour moi, c'est le contrôle et je dirais même le contrôle mondial. Attention, là, je sais, je me fais traiter de complotiste, mais que ces personnes se mettent à ma place. J'ai vécu dans des réseaux, pédocriminels qui étaient connectés mondialement. Donc, j'ai grandi en Suisse, mais j'ai été amenée dans différents pays, jusqu'en Amérique, quoi. Et puis, j'ai rencontré beaucoup de personnalités, connues, qu'on connaît dans l'élite, des personnes qui se disent avoir, l'autorité morale, mondiale, hein. Et j'ai rencontré ces personnes et je les ai vues dans des rituels. Je les ai vues violer des enfants. Pas tous, hein, mais j'en ai vu certains et j'en ai vu beaucoup. Et ces mêmes personnes-là disent avoir l'autorité morale, disent régner soi-disant sur nos pays, disent faire de la bonne politique. Franchement, c'est la question que je pose au public. Comment est-ce que ces personnes qui, pendant les week-ends ou pendant la nuit parfois, les personnes qui violent des enfants, qui abusent, qui les torturent et qui vont jusqu'à sacrifier des enfants, comment est-ce que ces personnes sont vraiment capables pendant la journée de prendre des décisions favorables au peuple? Moi, j'ai de la peine à y croire. Les bonnes décisions qui nous amènent le bonheur, qui nous amènent la stabilité, franchement, j'ai de la peine à y croire. Quand vous les voyez en images, Mmh. qu'est-ce qui vous inspire? Moi, j'ai beaucoup de peine à les voir en images.
parce que, franchement, des fois, ça me fait vomir, quoi. Des fois, ça me fait crier, surtout quand j'entends après leurs mensonges, et leur manipulation, quoi. C'est quelque chose qui me fait vraiment ça peut me faire hurler. Maintenant je le ferai pas, hein, surtout pas devant la caméra, mais c'est quelque chose vraiment qui me révolte et en fait, c'est pour ça que je suis là. J'aimerais en parler. J'aimerais en parler pour qu'on puisse ensemble, parce que l'union fait la force, qu'ensemble on puisse se lever et puis dire: «Stop! Non, on ne veut plus de ça» et je crois qu'on a vraiment, nous le peuple, nous la société, on a vraiment une force énorme, mais pas le courage. Pas encore le courage. Certains, oui, mais beaucoup n'ont pas encore le courage. Mais je crois qu'on Ouais. pourrait faire changer les choses. Mmh. Qu'est-ce que cette prise de parole vous a coûté personnellement? Ouf, beaucoup, beaucoup. Quand, j'ai commencé à élever ma voix, j'ai subi beaucoup de menaces, des menaces vraiment graves, extrêmes et en fait, après j'ai tout perdu. J'ai perdu, j'ai perdu mon boulot, j'ai perdu, mon appartement, j'ai dû quitter mes amis, la famille. Bien entendu que c'était aussi nécessaire de les quitter à quelque part parce que, toujours là où il y a des victimes, il y a toujours les bourreaux autour, donc j'ai dû faire le tri bien entendu, mais j'ai vraiment là, j'ai tout perdu donc j'ai dû déménager plusieurs fois, j'ai dû me cacher à plusieurs reprises. Parfois juste pour quelques jours, pour quelques semaines, puis je devais repartir. Donc j'ai perdu tout mon matériel, c'est-à-dire tous mes meubles, enfin voilà, tout ce qu'on a dans une maison, pour vivre. Donc là, j'ai tout perdu. En Suisse, on a une caisse de pension donc pour la retraite, donc c'est une assurance pour la retraite en quelque sorte. Mais l'argent qui est sur dans cette assurance, on peut, retirer cet argent quand on part, à l'étranger et qu'on s'installe à l'étranger ou bien quand on construit une maison et tout, donc c'est comme ça dans la loi et donc je suis partie à l'étranger bah, j'ai dû quitter mon pays. J'étais trop en danger et donc vu que j'avais plus de revenus parce que l'assurance maladie ne payait pas, enfin, j'avais personne qui payait, j'en avais plus de travail. Bah, j'ai bien dû vivre de quelque chose, donc j'ai retiré cet argent pour en vivre et voilà, ben, voilà, je veux dire, dans 10 ans, je serai à la retraite et puis, en fait, j'aurais pas cet argent à disposition. Donc en fait, j'ai vraiment matériellement, j'ai vraiment tout perdu, vraiment. C'était vraiment, c'était vraiment traumatisant. Mais je dois dire que j'ai trouvé ma liberté intérieure. D'accord. Malgré tout, je préfère ma vie d'aujourd'hui parce qu'on dit: «La vérité rend libre» et la vérité, même si elle est douloureuse, elle rend vraiment libre. Donc je préfère quand même ma vie d'aujourd'hui où je vis dans la vérité, où je peux transmettre la vérité à d'autres personnes, que de vivre, dans la dissociation et dans l'amnésie, et avoir une soi-disant vie normale parce qu'elle était quand même pas normale. Donc voilà, c'est un petit peu, le mon chemin parcouru. Et peut-être aussi le cheminement que vous faites actuellement et que vous continuez encore à faire, Mmh mh. cette cassure, elle était peut-être obligatoire pour vous? Qu'est-ce qui était obligatoire? J'ai pas compris le mot. Cette cassure, elle était peut-être Ah oui, obligatoire oui, de tout, oui. de tout mettre derrière vous? Voilà, exactement. Ça a été nécessaire et dans mon cas, je veux dire, j'ai pris cette opportunité justement pour construire ma vie. Donc il y avait pas il y avait aussi eu l'issue de me suicider, en fait. Enfin voilà, mais j'aurais pu complètement sombrer, mais j'avais quand même, à cette époque-là, quand même une la stabilité assez grande déjà, parce que j'avais déjà beaucoup, beaucoup travaillé sur moi-même, j'avais beaucoup d'expérience aussi psychologique qui m'a beaucoup aidée et j'étais déjà bien ancrée dans la foi
et je crois que tout tous ces outils, je les avais à disposition, pour m'aider et pour ne pas sombrer, et j'ai choisi ce chemin, et aujourd'hui, ben, je suis hyper contente d'avoir fait ce choix. Yes. Mmh. Mmh Eh mh. ben, avant de terminer, une survivante s'interroge: «Violence ritualisée, trop cruelle pour être vraie». Donc vous pourrez le trouver sur Amazon. Je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo. Vous pourrez le commander. Je mettrai le lien Amazon. Je sais aussi que vous avez une chaîne, YouTube. Est-ce que Oui. vous pouvez nous parler de votre chaîne YouTube? Ah oui, alors ma chaîne YouTube, actuellement, elle est un peu en pause, je dirais. Bien sûr, on peut encore aller consulter, les vidéos. Hem, j'ai fait beaucoup de vidéos, par rapport à certaines questions qu'on me posait, en fait, aussi, qui maintenant, en fait, on peut les trouver dans le livre. J'ai des vidéos en allemand et en français parce que je suis bilingue, donc j'en ai fait dans les 2 langues. J'ai aussi des témoignages avec d'autres victimes qu'on peut aller, écouter. Donc ça, c'est ma propre, chaîne, YouTube. Après, j'en ai encore une autre qui s'appelle, 50 Voices, of Ritual Abuse. En français, c'est 50 voix de violence, ritualisées. C'est sur YouTube. Ce sont 50 témoignages de survivants et de survivantes d'abus rituels, auxquels on a posé, 5 questions, et toutes toutes les questions, donc les mêmes questions à toutes ces personnes pour justement, hem, démontrer, le mode opératoire des réseaux pédocriminels. Donc c'est quelque chose de très intéressant, c'est vraiment très profond, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Je conseille vivement d'aller voir cette chaîne. C'est ma chaîne aussi. Le travail, bien entendu, je l'ai pas fait moi-même, c'était moi et une petite équipe, mais c'est justement pour amener encore plus d'informations. Donc ça se trouve, ben, voilà, sur YouTube. Mmh. OK. Eh ben, écoutez Chantal, on va arriver à un terme à notre interview. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup de m'avoir donné la possibilité de voilà, d'élever ma voix une fois de plus. Je suis persuadée que voilà, qu'informer c'est protéger et parler c'est sauver. Hem, Yes. ouais. Merci beaucoup Chantal. Donc n'oubliez pas de partager, de liker. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.